Bonjour à tous, je vous propose cet après-midi de revoir les explications de vote autour de la réforme du droit d'asile, une réforme adoptée définitivement par le Parlement en juillet dernier, en plein drame des migrants, et alors que François Hollande a annoncé hier que la France accueillerait 24 000 réfugiés sur les 2 prochaines années. Cette réforme vise à réduire le délai de traitement d'un dossier et surtout à améliorer les conditions d'accueil des demandeurs. Le but de la loi est de ramener de 2 ans à 9 mois en 2017 le délai des réponses grâce à une simplification des procédures. Autre objectif de la loi, améliorer les conditions d'accueil en permettant de nouvelles places en centre d'accueil. La droite et l'extrême droite ont voté contre le texte en jugeant qu'il allait encourager des dizaines de milliers de demandeurs supplémentaires. L'extrême gauche et les écologistes ont jugé la réforme trop peu ambitieuse. Sachez enfin qu'un débat sera organisé au Parlement sur cette question des réfugiés mercredi 16 septembre. Voilà, tout de suite donc direction l'hémicycle. Monsieur le ministre, mes chers collègues, avant de passer au vote, je vais donner la parole à ceux de nos collègues qui ont été inscrits pour expliquer leur vote. J'indique au Sénat que la conférence des présidents a fixé, à raison d'un orateur par groupe, à 7 minutes le temps attribué à chaque groupe politique, les sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe disposant, eux, de 3 minutes. Je vous inviterai ensuite à vous rendre dans la salle des conférences pour voter, puis je suspendrai la séance pendant la durée du scrutin prévu pour une demi-heure. Je proclamerai enfin le résultat à l'issue du dépouillement autour de 15h45. Puis, Monsieur le ministre, je donnerai la parole au gouvernement. Pour expliquer son vote, la parole est à Jean-Claude Requier pour le groupe du Rassemblement démocratique, social et européen. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'asile et ses malheureux damnés sont au cœur de bien de discussions et débats, ici comme ailleurs. En Asie, 8000 personnes se trouvaient encore récemment à dérive sur la mer, abandonnés par leurs passeurs et se sont vus repoussés par l'Indonésie hors de ses eaux territoriales. Le dilemme est insoluble. La nationalité étant un facteur d'exclusion dirimant, mais non pas totalement opérant, entre ceux qui peuvent avoir des droits et les autres. Comme l'a rappelé la proposition de Bruxelles d'instaurer des quotas de réfugiés, la problématique de l'afflux massif de réfugiés sur nos rivages se pose à l'échelle européenne. Ne nous attendons pas sur ce qui est déjà connu et sur la réalité telle que nous la connaissons à Lampedusa ou à Calais. Le plan de la Commission européenne prévoit notamment des quotas obligatoires pour assurer une distribution équitable des réfugiés en cas de crise et donc d'afflux massif, inhabituel et temporaire, un transfert des demandeurs d'asile entre les États de l'Union européenne. Plus de 360 000 demandes d'asile ont été traitées en 2014. La moitié seulement ont été acceptées et 6 pays, les plus attractifs, ont assumé l'essentiel de l'effort, Allemagne, Suède, France, Italie, Royaume-Uni et Pays-Bas, mais ne participant pas à la politique migratoire commune, la Grande-Bretagne, l'Irlande et le Danemark ne seraient pas, par exemple, concernés par cette obligation. Le groupe RDSE, comme le président de la République, a fait connaître son opposition par principe à l'instauration de tels quotas, particulièrement en matière d'asile. Et Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous nous avez, ici même, jeudi dernier, rassuré sur ce point, tout en précisant avec clarté la position de la France sur le plan de la Commission européenne. Alors, pour ce qui est de l'échelle euronationale, nous considérons que la rationalisation mise en œuvre par le projet de loi initial est souhaitable et nous soutenons donc l'esprit de la réforme initiée. En matière d'asile, comme en d'autres matières, la France n'a cessé d'osciller entre l'amour des grandes idées et la réalité très empirique de petits arrangements, patent à travers la sous-budgétisation constante de la mission Immigration, Asile, Intégration. Ce projet de loi tente de concilier deux objectifs pourtant difficilement réconciliables,
l'inconditionnalité de l'accueil et le bon traitement des demandeurs d'asile, la France représentant en valeur près de 65 000 demandes, soit 15% de l'ensemble des demandes au niveau européen. Nous saluons ainsi, d'une part, certaines avancées particulièrement significatives en matière de garanties octroyées aux demandeurs d'asile, conformément aux directives européennes. Le réexamen des demandes formulées auprès de l'OFPRA comme de la CNDA, l'établissement d'une liste de pays sûrs, le droit au maintien sur le territoire de tous les demandeurs d'asile, la tenue d'un entretien personnel, la présence d'un avocat lors de cet entretien, la prise en compte systématique de la vulnérabilité des demandeurs, la possibilité du huis clos pour les audiences devant la Cour, la possibilité d'utiliser la vidéoconférence pour les entretiens conduits par l'OFPRA, qui a été rajouté donc par le Sénat en séance publique. Nous saluons d'autre part les avancées faites pour réformer un système d'asile à bout de souffle, notamment en matière de réduction des délais, l'inscription dans la loi des délais d'instruction, 3 mois par la procédure normale, 96 heures lorsque le demandeur est placé en détention. En 2014, l'OFPRA a recruté 70 nouveaux agents, ce qui a permis de réduire les délais. Nous attendons les résultats de l'expérimentation votée par le Sénat qui permettra la déconcentration de l'OFPRA par la création d'antennes locales dans certains départements. Les difficultés étaient nombreuses et réelles, nous le savons, du fait notamment de la centralisation parisienne de l'Office. Toutefois, et notre collègue Pierre-Yves Collombat avait eu l'occasion de le signaler lors de la discussion générale, certaines des solutions trouvées en commission et en séance publique ne nous paraissent pas conformes aux engagements internationaux de la France. Texte procédural traitant de la gestion administrative du droit d'asile, le présent projet de loi n'en élude pas moins les vraies questions politiques, celle de la gestion des flux migratoires à l'échelle européenne ou encore celle de l'impossibilité de faire exécuter les obligations de quitter le territoire français. Que faire une fois le demandeur d'asile définitivement débouté? Celui-ci vient grossir les rangs des sans-papiers, tout comme sa famille, alors même que le texte prévoit par exemple un accès au marché du travail lorsqu'aucune décision n'a été prononcée dans un délai de 9 mois. Le texte n'a pas trouvé de solution, même s'il est vrai que ces solutions sont avant tout politiques et administratives. Le Sénat a ainsi voté le principe selon lequel la décision définitive du rejet de la demande vaut obligation de quitter le territoire français. La mise en œuvre d'une telle solution n'est pas sans poser des questions de conformité au regard du principe international de droit à une vie familiale, puisque l'étranger débouté ne pourra donc bénéficier d'un titre de séjour pour réunification familiale ou pour état de santé. Sans parler des difficultés administratives, toujours très concrètes, mises en œuvre par le non-rapport de la Cour des comptes, à commencer par le devenir des procédures parallèles. Cette disposition pose un réel problème soulevé par le directeur de l'OFPRA, tant au plan juridique qu'en raison du changement de la nature de la mission des officiers de protection que cela engendrerait. Les constats sont évidents, les solutions beaucoup moins, et on a malheureusement tendance à être le plus souvent purement incantatoire. Pour toutes ces raisons, et même si à l'unanimité le Sénat a accepté le changement de nom de la procédure de cette PPL qui s'appelait donc la réforme de l'asile, là on a mis réforme du droit d'asile, pardon, la loi, non. Voilà, donc on a trouvé que réforme que l'asile, ça rappelait un peu les asiles psychiatriques, si vous voulez dire. Donc on pensait que réforme de l'asile, c'est mieux. Bon, pour toutes ces raisons, et malgré ce changement de titre, le groupe RDSE, de façon unanime, s'abstiendra sur le texte soumis à notre vote. Merci, mon cher collègue. La parole est maintenant à M. Stéphane Ravier pour les sénateurs n'appartenant à aucun groupe non inscrits. 3 minutes. Pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, beaucoup a déjà été dit sur cette loi et je crois avoir moi-même exprimé ma position avec quelque clarté dans cet hémicycle. Mon vote ne sera donc pas une surprise.
Je souhaite donc simplement revenir sur le principal changement apporté par le Sénat à ce projet. Je parle bien évidemment de cet amendement apporté à l'article 14 afin de prévoir que la décision définitive de rejet prononcée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA, après un appel éventuel devant la Commission nationale du droit d'asile, vaut obligation de quitter le territoire français. Cet amendement reflète bien l'incapacité de l'UMP à proposer une véritable alternative à ce gouvernement. Certes, c'est un amendement qui va dans le bon sens, mais pour l'UMP, cela relève de la posture. Il est clair que l'on aime à jouer les braves quand on est dans l'opposition pour tenter de donner le change à ses électeurs en particulier, aux Français en général, tant de fois trahis. Mais au-delà des arguties juridiques demeure la question principale, celle de l'exécution effective de cette fameuse obligation de quitter le territoire. Tant que 90 ou 95% des déboutés pourront de facto se maintenir en France, la belle notion d'asile continuera d'être dénaturée pour rester un appel d'air permanent pour l'immigration clandestine. Monsieur le ministre, vous vous êtes dit attaché à ce que les déboutés du droit d'asile quittent effectivement le pays, mais le maintien de tant de clandestins sur notre sol, ce scandaleux état de fait sur lequel prospèrent toutes sortes de profiteurs de la misère, tout cela doit beaucoup aux consignes que vous-même donnez au préfet, monsieur le ministre. Pour revenir à cet amendement, il est également permis de rappeler la profonde incohérence qui mine la crédibilité politique de ce qu'il est convenu d'appeler la droite plurielle, notamment sur l'asile, l'immigration et tous les grands sujets de société. En effet, comme on l'a vu avec la position de notre collègue Mme Létard, qui a critiqué cet amendement, aussi timide soit-il, cet attelage à droite comprend une aile centriste qui est essentiellement alignée sur la gauche. J'ai évoqué Mme Létard, mais en dehors de cette Assemblée, je pourrais parler de M. Juppé ou de Mme Kosciusko-Morizet. Depuis des décennies maintenant, ce courant a empêché toute réforme sérieuse lorsque l'UMP ou ses prédécesseurs étaient au pouvoir. Ce n'est donc pas l'UMP qui va y changer quelque chose, car je veux rappeler une fois encore que nous ne faisons que transposer des textes européens que vos partis respectifs ont déjà adoptés à ce même échelon. Si seulement les obligations de quitter le territoire étaient aussi bien exécutées que vous exécutez ici, mes chers collègues, les ordres de Bruxelles. Pour changer vraiment les choses en France, il faut rompre avec certaines logiques, avec certaines postures, avec certains faux semblants d'opposition. Cessons de nous soumettre à ceux qui nous imposent comment accueillir toujours plus de réfugiés et qui bientôt vont nous imposer des quotas d'immigrants plus ou moins légaux de pays à pays. Réveillons-nous avant qu'il ne soit trop tard et faisons enfin des lois pour ceux qui nous confient leur suffrage, c'est-à-dire pour les Français d'abord. Les paroles est à Madame Catherine Tremblay. Ah, Madame Valérie Létard, pardonnez-moi, c'est sans doute parce qu'elle avait été citée. Excuse-moi. Monsieur le Président. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Après les leçons données, nous allons essayer, en tout cas, de passer, je l'espère, quelques instants à parler juste et tout simplement d'un texte de loi dont l'objectif, c'est qu'il soit applicable et qu'il serve l'intérêt général et non des postures politiques, Monsieur Ravier. Nous voici donc... Parce que si vous accusez les autres, regardez-vous 5 minutes. Qu'est-ce que vous avez de concret à proposer, si ce n'est des solutions inapplicables? Alors, nous voici donc parvenus à la fin de l'examen du projet de loi relatif à la réforme de l'asile. Permettez-moi d'abord de saluer la qualité de notre débat, malgré la pression de l'actualité liée au drame humanitaire en Méditerranée. Nous avons gardé présent à l'esprit notre objectif, rendre au droit de l'asile son unique vocation, qui est d'accueillir dans de bonnes conditions les personnes qui en ont besoin de la protection de la France, de le faire au mieux et de traiter en même temps, humainement mais fermement, tous ceux qui ont tenté le tout pour le tout en déposant une demande d'asile alors même que leur demande d'immigration ne relevait quelquefois pas de ce droit. Permettez-moi de saluer à nouveau la qualité du travail du rapporteur de la commission des lois. Même si nous avons eu un point fort de divergence, je me félicite des nombreuses clarifications et des très utiles avancées
qui ont sensiblement amélioré le texte qui nous avait été transmis par l'Assemblée nationale, monsieur le rapporteur. Je voudrais saluer également la qualité d'écoute et d'ouverture dont vous avez fait preuve, monsieur le ministre, allant, comme je vous l'avais suggéré au cours de la discussion générale, jusqu'à reprendre mon amendement borné sur la territorialisation de l'OFPRA. Je pense que nous avons fait œuvre utile et j'espère vivement que la commission mixte paritaire qui se réunira prochainement permettra de déboucher sur un texte commun. Comme nous avons été unanimes à le dire, cette réforme est une première étape essentielle dans la construction d'une politique d'ensemble cohérente de l'accueil des étrangers dans notre pays. Je voudrais également me réjouir du fait que le travail de concertation que nous avions entrepris avec mon collègue Jean-Louis Touraine en 2013 et qui a débouché sur un rapport sur la réforme de l'asile présenté au ministre de l'Intérieur en novembre 2013 ait largement nourri les différentes mesures de ce projet de loi. Il me semble que l'objectif de raccourcissement des délais a été tenu. Comme j'ai eu l'occasion de le dire au cours de nos débats, cet objectif doit d'abord se lire en positif. Notre réforme aura atteint son but lorsque la procédure accélérée permettra d'accorder très rapidement l'asile à ceux qui en ont besoin. À ce niveau, l'absence de conditions préalables de domiciliation inscrite dans le texte grâce à notre amendement, l'obtention d'une carte de séjour sans délai une fois la protection accordée, votée également à notre initiative, la possibilité d'entamer immédiatement une procédure de réunification familiale adoptée par la commission des lois sont autant de signes de notre volonté d'intégrer mieux et très vite les réfugiés et les bénéficiaires d'une protection. Je me félicite également que nos débats m'aient permis d'introduire dans le texte du Sénat des propositions du rapport qui nous semblaient essentielles pour assurer un traitement équilibré des demandes d'asile. Je veux parler tout d'abord de la question des déboutés, qu'il me paraissait difficile de passer sous silence ou de renvoyer à un texte sur l'immigration irrégulière. En effet, une personne déboutée du droit d'asile n'est pas dans la même situation qu'un étranger en situation irrégulière, car nous la connaissons. Nous avons traité sa demande et nous savons bien que de la renvoyer à la clandestinité ne règle rien. C'est la raison pour laquelle je me félicite que la commission des lois ait accepté d'adopter un amendement proposant la possibilité de mettre en place des centres dédiés aux déboutés en ajoutant au texte un article 14 bis. Il s'agit pour moi d'une avancée considérable et sa mise en œuvre à titre expérimental dans un premier temps, qui devrait être lancée très rapidement, nous donnera l'occasion, je l'espère, de mieux accompagner vers le retour les personnes déboutées du droit d'asile et ceux vers leur pays d'origine, à chaque fois que ce se justifiera. D'autres propositions importantes issues de notre rapport sur l'asile ont trouvé leur place au Sénat. Je pense en particulier, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, à l'expérimentation de la territorialisation de l'OFPRA. Avoir adopté un schéma d'orientation directive des demandeurs d'asile, associé à la création de futures grandes régions, conduit logiquement à se poser la question d'une organisation déconcentrée de l'OFPRA. Celle-ci devra se faire progressivement afin de tenir compte des efforts importants demandés par la mise en place de la réforme en cours. Et le corollaire de cette déconcentration à venir, c'est bien évidemment la possibilité pour la Cour nationale du droit d'asile de se rendre elle aussi sur les territoires. Notre amendement sur les missions foraines adopté à l'article 10 le permettra. Permettez-moi également de me réjouir que notre débat en séance publique ait permis de réintroduire dans le texte les critères d'évaluation de la vulnérabilité. Je n'ignore pas la position de la commission des lois qui estime que le rappel de l'article de la directive est suffisant. Mais mon sentiment est que, parfois, une piqûre de rappel n'est pas inutile et au quotidien, tout le monde n'aura pas forcément le texte de la directive sous les yeux. Enfin, à notre initiative également, le Sénat a réintroduit, d'une manière plus opérationnelle que par le biais de la CTAP, la consultation des collectivités compétentes en matière d'habitat dans l'élaboration des schémas régionaux qui viendront décliner le schéma national d'hébergement des demandeurs. Ce point n'est pas négligeable si nous voulons assurer une meilleure répartition de l'accueil entre les territoires et permettre une meilleure acceptabilité sociale des centres d'hébergement par la population d'une commune. Le bilan de nos débats est donc, en ce qui me concerne, largement positif, avec évidemment un seul regret. Il s'agit du débat que nous avons eu autour de l'introduction à l'article 14 de l'alinéa 17, précisant qu'une décision de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile pourrait valoir obligation de quitter le territoire français. Je reste convaincue que cette mesure, si elle devait être adoptée définitivement, serait dommageable en termes d'efficacité comme en termes de délai, et non par posture, tout simplement parce que ça ne serait pas fonctionnel.
Néanmoins, j'ai accepté de retirer notre amendement de suppression contre l'engagement du président de la commission des lois de revoir ce dispositif en lien avec les propositions qui avaient été faites par Monsieur le ministre sur les OQTF et avec l'Assemblée nationale. Et je compte bien sûr, Monsieur le Président de la Commission, sur votre volonté de parvenir à une solution acceptable par tous. C'est donc dans ces conditions et avec cette réserve que le groupe UDI adoptera le texte du projet de loi portant réforme de l'asile tel qu'amendé par notre Haute Assemblée. Car je voudrais le redire pour conclure. L'urgence, c'est bien de sauver notre droit d'asile, en évitant que la procédure ne soit détournée de son objet et qu'ainsi rénovée, elle nous permette d'accueillir plus rapidement les personnes qui reçoivent la protection de la France. Rendre notre dispositif plus souple, plus proche des territoires, plus opérant, tout en réduisant les délais excessifs qui nuisent à sa lisibilité, c'est certainement la meilleure manière de réussir la réforme de l'asile. Et ceci ne constitue qu'une partie d'une politique plus globale de l'accueil des migrants, je conclus, Monsieur le Président, qui frappe aux portes de l'Europe. Le débat sur les quotas, les navires mobilisés en Méditerranée, le renforcement du régime Frontex, la politique de codéveloppement avec les pays d'origine et de départ de centaines de milliers de migrants massés sur les côtes libyennes sont autant de questions que nous devons traiter au niveau européen. À côté d'une nécessaire politique européenne de l'asile, c'est bien ce défi de la prise en compte solidaire de l'immigration de la pauvreté entre nos pays qui est posé, plutôt que de n'être l'affaire que de quelques-uns. Cela demande des réponses urgentes et équitables. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. La parole, et cette fois-ci, c'est le bon moment, est à notre collègue Catherine Troendlé. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Messieurs les rapporteurs, pardon, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, permettez-moi juste une petite accroche à l'attention de Monsieur Ravier. Je voulais simplement lui dire que nous sommes tous des législateurs responsables et éclairés. Traiter du sujet de l'asile, qui est un sujet d'une grande gravité, ne relève pas d'une posture politique. Nous l'avons compris, vous, je n'en suis pas sûre. Mes chers collègues, alors que la triste actualité relate jour après jour le désarroi de ces milliers de migrants qui tentent de franchir les frontières européennes pour y chercher refuge, notre pays, la France, a le devoir, avec ses partenaires européens, de trouver des solutions humanitaires. Parmi ces solutions, bien évidemment, se trouve la politique d'asile. Cette démarche s'inscrit dans un processus historique qui remonte au Moyen Âge, lorsqu'un persécuté pouvait se réfugier dans un monastère ou un couvent en vertu de la tradition des impunités. Il faudra attendre la Révolution française pour que la France offre l'asile aux personnes persécutées en raison de leur combat pour la liberté. Ainsi, héritage de la protection des persécutés, le droit d'asile est inscrit dans le préambule de la Constitution de 1946. Depuis lors, la France a toujours su offrir sa protection aux opprimés et aux victimes des régimes bafouant les droits de l'homme. Force est de constater que la procédure d'asile, aujourd'hui, à bout de souffle, ne répond plus aux véritables enjeux de l'asile. Sa vocation a été dévoyée et elle a été transformée en véritable machine à légaliser des clandestins. Il est nécessaire et urgent d'entreprendre cette réforme de l'asile afin de donner du sens au droit d'asile, pour mettre fin au détournement et aux dérives des procédures. Il faut prioriser toutes les attentes sur les personnes venant de pays à haut risque, comme c'est le cas aujourd'hui. Apporter une réponse de dignité pour ces personnes qui sont en souffrance et dans une grande détresse. Et répondre rapidement aux autres par une reconduite hors des frontières. Pour bénéficier de l'asile en France, il faut apporter les preuves des persécutions, que les conditions de vie sont inhumaines dans le pays d'origine. En effet, mes chers collègues, il ne faut pas confondre l'immigration politique avec l'immigration économique. Ce fut d'ailleurs le préalable de l'excellent rapport de nos rapporteurs, M. François-Noël Buffet et M. Roger Carucci. C'est pourquoi nos exigences doivent être maximales et optimales
car l'objectif est de pouvoir accorder rapidement l'asile à ceux qui en ont besoin. La difficulté qui est la nôtre aujourd'hui dans notre droit et dans la situation de fait tient à la procédure qui a été dévoyée. Si le texte du gouvernement cherche, sans véritable efficacité, à accélérer les procédures, il n'apporte néanmoins aucune solution tendant à un meilleur contrôle des entrées sur le territoire et ne propose ni mesures ni moyens pour procéder rapidement à la reconduite à la frontière de tous les déboutés, ce qui a été récemment mis en lumière par la Cour des comptes à l'appui de chiffres connus de tous. En effet, la France compte chaque année environ 40 000 déboutés. 75 % des demandes d'asile sont rejetées annuellement en moyenne. Or, ces déboutés ne sont quasiment pas renvoyés dans leur pays d'origine. Et sur la base de ce constat, nous devons en convenir tous. Notre système présente un caractère attractif. Le simple fait de solliciter l'asile équivaut pour les demandeurs à l'obtention, à moyen terme, d'un titre de séjour. Voilà pourquoi le nombre de demandeurs ne cesse d'augmenter. Par conséquent, notre groupe se satisfait des travaux du Sénat qui ont permis d'améliorer ce texte par l'introduction de deux principes importants à nos yeux, celui de l'insertion des bénéficiaires d'une protection et celui de l'éloignement des personnes déboutées de leur demande d'asile. Pour ce faire, nous avons réduit les délais de traitement des dossiers et les avons inscrits dans la loi, les décisions OFPRA dans les 3 mois au lieu de 6 mois actuellement, pour une procédure normale, et 15 jours en procédure accélérée, 96 heures en rétention. Nous avons appliqué en matière d'asile et de droit de séjour l'adage « Fraus omnia corrumpit », toute fraude entraîne le rejet systématique de la demande d'asile. Nous avons permis, c'est le latin qui vous perturbe, mes chers collègues, pourtant l'enseignement du latin et du grec est primordial. Nous avons permis de rendre immédiatement les obligations de quitter le territoire pour les déboutés. Le rejet de la demande d'asile vaut obligation de quitter le territoire. Nous avons appliqué strictement la directive européenne Retour, en réduisant de 30 à 7 jours le délai de départ volontaire qui est fixé à l'étranger, à l'égard duquel une obligation de quitter le territoire a été fixée. Et nous n'avons pas autorisé un débouté à engager une autre procédure pour bénéficier d'un titre de séjour. Également, nous avons borné le concept de l'inconditionnalité de l'accueil dans les hébergements d'urgence à la jurisprudence du Conseil d'État. Tout débouté ne peut plus bénéficier de l'hébergement auquel il avait droit durant la procédure. Enfin, nous avons décidé l'expérimentation d'une déconcentration de l'OFPRA par la création d'antennes permanentes dans les départements qui sont confrontés à un fort afflux de demandeurs d'asile, ainsi que la mise en place d'audiences foraines pour la CNDA. Notre préoccupation, qui est celle de beaucoup de Français, est d'arriver à donner une situation humainement acceptable à des migrants fuyant leur pays à cause des guerres, des crimes arbitraires perpétués et des discriminations violentes. Je souhaiterais remercier vivement, au nom du groupe, notre rapporteur, M. François-Noël Buffet, M. Roger Carucci, notre rapporteur pour avis, pour leur excellent travail, leur écoute et leur détermination à rendre ce texte efficace et respectueux de la dignité humaine. Le groupe UMP votera pour ce texte. Merci. Merci, ma chère collègue. La parole est maintenant à notre collègue Jean-Yves Lecomte pour le groupe socialiste. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord vous dire la fierté que j'ai eue d'être le chef de file du groupe socialiste sur ce texte, mais aussi celui de travailler sur un texte du gouvernement issu de l'Assemblée nationale qui apportait beaucoup de progrès pour notre droit d'asile. D'abord, des méthodes pour réduire les délais. Ensuite, une affirmation
que le renforcement des droits du demandeur d'asile, avec un tiers présent à l'entretien, un recours suspensif, permettrait aussi d'améliorer les délais. Enfin, l'organisation de l'accueil sur l'ensemble de notre territoire. Ces progrès, ces avancées, nous devons constater à la lecture du texte tel qu'il sort de la lecture du Sénat qu'elles sont maintenues. Et je voudrais m'en féliciter. Je peux ajouter aussi que, comme cela a été dit par plusieurs de nos collègues, que grâce à notre rapporteur, à Valérie Rattard, à l'ensemble des groupes, un certain nombre d'avancées ont pu être enregistrées au cours de ces discussions. Un certain nombre d'améliorations des garanties, une modification de la composition du conseil d'administration de l'OFPRA, la possibilité de déconcentrer les services de l'OFPRA là où c'est nécessaire ou mettre dans la loi la possibilité d'audience foraine de la CNDA. Enfin, l'amélioration à l'initiative du rapporteur de la conjugaison entre, d'une part, l'exigence de secret des sources dans des cas très sensibles, avec, d'autre part, l'exigence du principe de contradictoire lors des audiences à la CNDA. Enfin, une amélioration, une rapidité pour les réunifications familiales. Mais toutefois, ces avancées ne doivent pas cacher l'inquiétude que nous avons à la sortie et au moment de nous présenter sur le vote final, compte tenu de la position de la majorité sénatoriale sur l'OQTF automatique. Le rapporteur parlait de messages envoyés. La loi, ce n'est pas un message. La loi, ce n'est pas un communiqué de presse. La loi, elle doit être efficace et elle doit être opérationnelle. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas possible de souscrire à ce que vous avez proposé pour des raisons de droit, pour des raisons d'efficacité, mais aussi parce que vous laissez supposer que finalement sur cette question nous serions laxistes, alors que si je vous invite à regarder le nombre du débouté du droit d'asile en France, en Allemagne, et à regarder le nombre de reconduites à la frontière pour nous dire quel est le pays qui a le plus de difficultés, sachant que c'est toujours difficile, et que de ce point de vue-là, la meilleure manière de répondre à la question des déboutés du droit d'asile, c'est de faire en sorte de ne plus accepter ce qui était la norme jusqu'en 2012, c'est plus de 2 ans pour une demande d'asile, et de faire en sorte que grâce à ce projet, nous arrivions au maximum à 8 mois, et au mieux à 3 mois, parce que les garanties auraient été données aux demandeurs d'asile, si bien que finalement, leurs demandes, si elles sont légitimes, seront reconnues au bout de 3 mois. Et c'est plus facile à ce moment-là de demander aux demandeurs de repartir après 3 mois ou après 8 mois qu'après 2 ans. Et c'est là le cœur du problème, c'est pas de faire des OQTF automatiques qui ne fonctionnent pas parce qu'il faut rajouter des procédures aux procédures. L'autre recul, c'est sur le droit du travail, qui fait que le texte qui est issu du Sénat finalement ne sera pas conforme au droit européen, aux exigences de la directive, qui dit qu'après 9 mois, les demandeurs d'asile doivent pouvoir avoir accès au marché du travail. Moi, je vous le dis, lorsqu'on quitte son lieu de vie, parce que la sécurité n'est pas respectée, que finalement on n'a plus que sa tête, ses bras et ses pieds, finalement la meilleure chose qu'on peut donner, c'est de donner son travail au pays qui vous accueille. Et refuser ce droit après 9 mois, c'est finalement ne pas se préparer tout à fait à accueillir les demandeurs d'asile. Enfin, à cette étape, et parce que je sais que dans la rue, il y a les avocats qui travaillent à la CNDA, qui manifestent, je voudrais leur dire que, bien entendu, nous avons entendu leurs préoccupations par rapport au juge unique, mais ça existe déjà dans beaucoup de pays. Et les ordonnances de la CNDA sont aussi finalement un juge unique sans contradictoire. Le juge, là maintenant, sera en contradictoire. Nous avons entendu leurs préoccupations sur les procédures accélérées, mais nous constatons aussi qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont prises dans le texte pour permettre à la CNDA de revenir aux procédures normales si elle estime nécessaire. Enfin, bien entendu, nous serons vigilants sur ces questions, mais nous considérons que l'amélioration des délais que le texte permet répond aux exigences du droit. Je voudrais aussi remercier, au-delà des agents de l'État, des agents de l'OFPRA, des rapporteurs de la CNDA, tous les avocats, les juges de l'asile, la CIMAD, les associations d'accueil de terrain, ceux qui font des permanences juridiques, JRS, la FNARS, qui ont été mobilisés sur ce texte, mais qui, plus encore, sont mobilisés au jour le jour pour l'accueil des demandeurs d'asile, et qui témoignent que finalement, l'asile en France, ce n'est pas une question de l'État face aux demandeurs, mais c'est une question de la France qui, dans son ensemble, est mobilisée par les associations sur le terrain
pour marquer son attachement à ce droit d'asile et le faire vivre au quotidien et sur l'ensemble du territoire. Enfin, en conclusion de cette réforme, donc compte tenu de ce que j'ai dit sur le droit du travail et sur l'OQTF automatique, le groupe socialiste ne pourra pas apporter ses voix à la majorité sénatoriale et compte tenu des avancées qui ont été initialement dans le texte et restent, compte tenu aussi des avancées qui ont été enregistrées au Sénat, nous nous abstiendrons en espérant que nous pourrons arriver, lors de la CMP, à faire en sorte que la voix du Sénat, les réelles avancées qui ont pu être enregistrées, que tous les bancs aujourd'hui ont signalées, pourront être écoutées et que la CMP se fera dans un esprit constructif. Et c'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons. Nous nous abstiendrons pour que la France... Nous nous abstiendrons parce qu'il y a des choses qui sont inacceptables dans ce texte, je l'ai dit. Il y a des reculs. Nous voulons un texte qui soit conforme au droit européen. Mais en même temps, nous souhaitons que le travail qui a été fait au Sénat et qui a beaucoup d'aspects positifs puisse être pris en compte dans le texte final. Et nous souhaitons donc faire en sorte que la CMP aboutisse. Enfin, je voudrais, de ce point de vue, dire que ce texte permettra à la France d'être en accord avec le droit européen et d'être debout face aux enjeux que nous vivons aujourd'hui au sud et à l'est de notre continent. 60% des demandeurs dans 4 pays, mais 14% des demandeurs seulement dans les pays qui sont à la frontière avec le sud de la Méditerranée. Cela montre que Dublin ne fonctionne pas, mais que pour que Dublin ne fonctionne pas et qu'il puisse être réformé, il faut que la France soit en accord avec les textes, et ce sera le cas une fois que le texte sera voté. C'est la raison pour laquelle il nous semble utile de voter le plus vite possible ce texte, mais après avoir une CMP, après que la CMP ait corrigé les errements et les communiqués de presse que vous avez voulu aujourd'hui inscrire encore dans ce texte. Il faut conclure, mon cher collègue. C'est la raison pour laquelle, parce que c'est important. Vous savez, le droit d'asile. Le droit d'asile, c'est le droit d'avoir des droits. C'est Hannah Arendt qui le disait. Le droit pour chaque individu à appartenir à l'humanité qui devrait être garanti par l'humanité elle-même. Et j'ai la conviction que si nous arrivons, grâce à cette abstention, à un vote favorable qui permette à la France de porter cette part d'humanité, nous aurons fait œuvre utile. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Esther Benbassa pour le groupe écologiste. Bonjour, Monsieur le Président. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, permettez-moi pour commencer une courte digression. Une digression seulement en apparence, en fait. La France, après plus de 10 ans de présence, a retiré ses troupes d'Afghanistan. La question du sort réservé au personnel civil de recrutement local, interprètes, cuisiniers, jardiniers, etc., qui ont travaillé aux côtés de nos forces, s'est inévitablement posée. Ces personnes sont menacées de représailles pour avoir collaboré avec l'ennemi. Elles sont encore 800, plus leurs familles, à espérer que la France ne leur tournera pas le dos. Monsieur le ministre des Affaires étrangères s'est récemment engagé à ce que les demandes de visa soient examinées avant l'été et que les refus puissent être examinés. L'été, c'est dans moins d'1 mois. Cet appel lancé, je reviens au texte dont nous débattons. Lors de la discussion générale du 7 mai dernier, je terminais mon propos en disant que si les modifications suggérées par la majorité sénatoriale venaient à être adoptées, ce projet de loi, loin de mieux garantir les droits et libertés fondamentaux des demandeurs d'asile, tournerait au bouclier sécuritaire, sacrifiant les plus fragiles à une obsession anti-immigration. Je concluais par ces mots. Nous, écologistes, n'apporterons nos voix qu'à un texte humaniste, ambitieux et fidèle aux valeurs de la France. Malheureusement, après près de 15 heures de débat,
et plus de 250 amendements examinés, ce PGE qui contenait au départ certaines dispositions susceptibles d'améliorer la situation des demandeurs d'asile a clairement changé de visée et répond encore moins aux réajustements demandés par la législation européenne en la matière. La teneur de nos débats m'a souvent surprise. Rares ont été les moments où les parlementaires présents ont paru capables de tenir à distance chiffres, pourcentages et sigles barbares pour se souvenir que nous parlions d'êtres humains en souffrance, d'hommes, de femmes, d'enfants. Rares les moments où nous avons su les gratifier d'un autre regard que celui évoqué autrefois par l'écrivain Jorge Semprún, des estivants de Bayonne, voyant débarquer les réfugiés rouges espagnols derrière des barrages de gendarmes. Mais François Sureau l'a dit mieux que moi dans Le Monde. Ceux qui jugent les réfugiés comme ceux qui les défendent n'ont aucune expérience personnelle de la guerre, de la révolution, de l'engagement au péril de sa vie, de l'exil forcé. Les réfugiés et ceux qui traitent leurs demandes sont sur deux planètes différentes. J'ose encore espérer que ce n'est pas tout à fait vrai. Le groupe écologiste avait espéré que les débats se focaliseraient sur l'asile, qu'ils ne seraient pas détournés pour servir de basse-fin politicienne, pour parler politique migratoire, clandestin et flux de migrants. Il n'est guère étonnant à cet égard que les articles relatifs à l'éloignement des personnes s'étant vus définitivement refuser l'asile aient suscité les discussions les plus longues et les plus âpres. Le texte soumis à notre vote prévoit notamment des amendements inacceptables en ces temps où des milliers de personnes à la recherche d'un asile périssent en mer. D'une part, que la décision définitive de rejet prononcée par l'OFPRA, le cas échéant après que la CNDA ait statué dans le même sens, vaille obligation de quitter le territoire français, ce qui vaut au QTF. D'autre part, que l'étranger débouté de sa demande d'asile ne puisse solliciter un titre de séjour à un autre titre. Enfin, que l'administration puisse assigner à résidence les déboutés dans des centres dédiés en vue de préparer leur éloignement. Voilà qui n'honorerait pas la France. Et concernant ce dernier point, je n'oublie pas, quant à moi, les dizaines de milliers de réfugiés républicains espagnols regroupés en 1939 dans des camps comme celui d'Argelès-sur-Mer. Je n'oublie pas non plus que le gouvernement français osa leur proposer de retourner dans l'Espagne franquiste, ni qu'ils furent déportés à Mauthausen dès 1940 par la Wehrmacht. Vous me direz que le contexte n'était pas le même. Certes, mais qui nous dit que notre contexte ne changera pas demain? Le groupe écologiste ne pourra donc en conscience apporter ses voix à ce texte. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. La parole est maintenant à Madame la Présidente Éliane Assassi pour le groupe communiste, républicain et citoyen. Vous avez la parole, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. 1770. C'est le nombre de personnes mortes ou disparues en mer Méditerranée depuis le début de l'année, selon l'Organisation internationale pour les migrations, soit un mort toutes les 2 heures en moyenne. Qui sont ces migrants? Pourquoi ont-ils quitté leur pays? Voilà la première question que tout le monde devrait se poser avant de s'interroger sur leur arrivée. Pourquoi partent-ils de leur pays? Pour fuir la misère, la guerre et bientôt, mes chers collègues, peut-être le dérèglement climatique. En amont des textes, tels que celui qui nous est soumis, nous devrions, Monsieur le Ministre, nous poser collectivement les questions de fond.
Quel nouvel ordre international avec une ONU refondée avons-nous à proposer? Quelle politique de développement économique digne de ce nom pouvons-nous adopter? Le but de la Commission européenne est d'abord de stopper les flux migratoires en direction de l'Europe, pas d'en éteindre les causes. Avec l'opération Triton, confiée à Frontex, la priorité n'est pas de sauver les migrants, mais bien de surveiller les frontières de l'Union européenne. Si François Hollande a fait un distinguo net, très net, entre migrants économiques et demandeurs d'asile, il a aussi précisé qu'il était favorable à une meilleure répartition de ces derniers entre pays européens. Mais comment mieux répartir des migrants sans établir de quotas ou fixer des seuils de dossiers de demandeurs d'asile? C'est avec cette contradiction, car c'en est une, que le gouvernement depuis une semaine. À Matignon, on évoque désormais non pas des quotas, mais une quote-part. De votre côté, Monsieur le ministre, vous avez plaidé pour un mécanisme de répartition solidaire de ce qui relève du statut du demandeur d'asile, tenant compte des efforts déjà faits par les pays en matière d'accueil. On joue sur les mots, mais qu'en est-il factuellement? Bruxelles propose de répartir le traitement des demandes d'asile entre les pays européens. Ce mécanisme d'urgence, qui devrait être finalisé demain, ne s'appliquera qu'aux étrangers qui ont manifestement besoin d'une protection internationale. Ces personnes seront réparties entre les 28 selon une clé basée sur la démographie, la richesse, les efforts précédents, etc. Ainsi, l'Allemagne devra, par exemple, en accueillir 18,42%, la France 14,17%, soit, en se basant sur les chiffres de 2014, un surplus, entre guillemets, de 26 000 demandeurs d'asile dans l'Hexagone et de 7 000 régularisés. Est-ce donc ce surplus de 7 000 régularisés qui fait sourciller l'exécutif? Car à en croire le gouvernement, la France assumerait déjà plus que sa part dans la prise en charge des migrants, notamment ceux relevant de l'asile. Pour notre part, les élus du groupe communiste républicain et citoyen, nous nous opposons fermement aux quotas, mais pour une seule et unique raison. Le droit d'asile est un principe de valeur constitutionnelle. Il ne saurait donc être soumis aux vicissitudes de nos politiques d'immigration. Je le rappelle, l'asile, c'est un droit. Ainsi, nous déplorons que l'examen du texte ait été, entre guillemets, là aussi, pollué par le débat sur l'immigration relancé par la proposition européenne d'instaurer des quotas de migrants dans l'Union. Dans ce contexte, les termes du débat sont posés comme étant « l'asile est une charge ». Sur le projet de loi du gouvernement, nous ne pouvions que nous réjouir qu'une réforme ait lieu pour améliorer notre droit d'asile. À cet égard, nous avons travaillé plusieurs propositions d'amendements pour améliorer le texte, parmi lesquelles la suppression des mesures visant à élargir la procédure accélérée dont le champ d'application est bien trop large par rapport à la procédure prioritaire existante et qui permettra à l'OFPRA de traiter de manière expéditive l'essentiel des demandes. Mais aussi l'établissement d'un véritable rôle pour le conseil en entretien, l'évaluation de la vulnérabilité par des professionnels sociaux et du soin, la possibilité pour les demandeurs de pouvoir bénéficier de l'allocation financière sans être contraints d'accepter l'offre d'hébergement de l'OFII. Force est de constater qu'aucune d'entre elles n'a retenu l'attention de la commission des lois et du gouvernement, pas même celle visant à revenir sur les dispositions restrictives de droit d'asile introduites par la commission des lois. Bien loin de porter la moindre attention à nos propositions, la droite sénatoriale s'est en revanche acharnée à rendre le projet de loi du droit d'asile encore plus dur, avec une accumulation de dispositifs qui ne sont pas acceptables. Les délais de traitement des dossiers ont été ainsi réduits à 3 mois contre 9 dans le projet initial. On va, par l'effet d'une procédure qui rend impossible de déposer et préparer les dossiers dans le délai requis, rendre impossible le droit d'asile en Europe. S'insurge à cet égard Stéphane Campana, le bâtonnier du barreau de la Seine-Saint-Denis. La suppression de l'accès au marché du travail pour ceux dont l'affaire est en cours d'examen depuis plus de 9 mois. Les entretiens ont été vidés de leur sens en maintenant le droit pour le tiers accompagnant de se taire et en instaurant la vidéoconférence pour les entretiens conduits par l'OFPRA pour déshumaniser davantage la procédure. Mais pire encore,
Les mesures les plus dures visent les personnes déboutées de leur demande d'asile, avec l'introduction dans le projet de loi de l'accélération de la procédure d'éloignement, puisque la décision définitive de rejet prononcée par l'OFPRA, le cas échéant par la CNDA, vaudra obligation de quitter le territoire français et interdiction de solliciter un titre de séjour sur un autre fondement, tel sa situation familiale ou médicale. S'agissant pour le président de la commission des lois, M. Bas, de lutter, je le cite, contre le détournement massif des procédures de droit d'asile à des fins d'immigration illégale. L'assignation à résidence des déboutés dans des centres dédiés en vue de préparer leur éloignement, ce qui confine, selon nous, à un véritable enfermement administratif. La restriction de l'accès à l'hébergement d'urgence pour ces personnes. Et enfin, le transfert du contentieux des décisions de refus d'entrée sur le territoire au titre de l'asile prises sur avis conforme de l'OFPRA à la CNDA plutôt qu'au juge administratif de droit commun. Autant de mesures qui vont dans le sens d'une surenchère sécuritaire et démagogue. C'est donc devenu un des leitmotifs de la droite et de l'extrême droite, puisqu'un quart des demandeurs d'asile seulement voient leur demande aboutir. Eh bien, mes chers amis, c'est que les trois quarts seraient des fraudeurs. Rhétorique trompeuse et infondée, les déboutés sont avant tout, et dans la plupart des cas, des personnes n'ayant pas eu la chance d'être pleinement entendues. Nous le disons avec force, ces dispositifs ne doivent pas trouver leur place dans notre législation. Le droit d'asile mérite mieux que cela. Nous ne devons pas en rabattre sur les moyens pour défendre cette composante intrinsèque des valeurs de notre République. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre cette version du projet de loi telle qu'issue des débats sénatoriaux. Merci Madame la Présidente. Voilà, vous avez donc pu suivre les explications de vote autour de la réforme du droit d'asile, une réforme adoptée par le Parlement en juillet dernier. Un débat sera organisé justement au Parlement sur cette question des réfugiés mercredi 16 septembre. Vous pouvez revoir bien sûr ce programme sur notre site internet publicsénat.fr.